Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, un truc un petit peu différent de ce que je faisais d'habitude. Ça reste une review, mais sur un truc que je n'ai pas abordé jusqu'ici. La saison 4 de Wakfu est sortie, les 2 premiers épisodes en tout cas, sur France TV. Je crois qu'il y a autre chose, mais peu importe. Donc sur France TV, pas à la télé comme la saison 3 à l'époque, mais visiblement que sur Internet. C'est bien dommage. Mais la saison 4 de Wakfu est là. Par quoi commencer? Wakfu, je suis méga fan parce que j'ai grandi avec, l'animé en tout cas, le dessin animé. Il date de 2008, j'avais déjà 11 ans, mais c'est partie des meilleurs souvenirs que j'ai au niveau des séries françaises, avec lesquelles j'ai grandi, parce que c'est une série française, faite par Ankama, notamment avec le créateur Todd et tout. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Wakfu, qu'est-ce que c'est? À la base, il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Dofus, qui était sur Internet. Je n'ai absolument pas joué au jeu vidéo. C'est pour le coup, j'imagine, parce que comme j'avais pas accès à Internet à l'époque, voilà, ça a dû jouer. Mais, il y a eu Dofus, ensuite il y a eu Wakfu, et actuellement au niveau des jeux, il y a l'ère Waven. La Wakfu, donc c'est la deuxième, et c'est ça qui a été adapté, enfin, qui a donné lieu à un animé. 2 saisons, de 26 épisodes, 3 OAV, euh, une saison 3 et un épisode spécial récemment sur le personnage d'Oropo, qui était le grand antagoniste de la saison 3. Là, actuellement, ça va être une review de la saison du premier épisode, donc je vais pas vous refaire tout un truc sur la série Wakfu. Je ferai peut-être un truc à côté un jour si j'ai le temps, l'occasion et tout. Excusez-moi, je suis un petit peu excitée, mais parce que cet épisode était trop bien. Alors, je reste prudente. Je reste prudente parce que la saison 3, en 2017, donc il y a 7 ans bientôt, je me fais vieille. Mais voilà, la saison 3 avait très bien commencé, et la fin sur les 2-3 derniers épisodes, je sais pas très bien ce qui s'est passé dans la tête des scénaristes, mais ça a légèrement déconné sur les bords. Mais la saison 4 est là, le premier épisode, les 2 premiers épisodes sont disponibles. Là, je vous enregistre ça, je viens de voir que le premier épisode. Je viens littéralement d'arrêter l'épisode pour enregistrer cette petite review, cette petite critique. C'était génial. Alors peut-être parce que je suis fan de l'animé, du dessin animé depuis très très longtemps, que j'attendais cette saison 4 depuis quasiment 7 ans, ou tout simplement parce que l'épisode est génial. Niveau animation, niveau développement, ce que ça introduit comme mystère et tout, c'est un truc de fou. Alors, on va revenir au bas, je vais essayer de me calmer un petit peu. Sur quoi commence l'épisode? Donc, petit rappel rapide, promis, et après je m'arrête. La saison 3 s'était terminée avec Oropo et Echo qui s'étaient sacrifiés en faisant exploser la bombe dans la dimension d'Oropo, ce qui n'était pas précisé à l'époque, pour autant que je m'en souvienne, mais voilà. Oropo et Echo se sont sacrifiés et nos héros se sont retrouvés dans une autre dimension, on sait pas trop où ils s'étaient retrouvés à l'époque. La saison 4 commence étonnamment sur Armand, donc le frère d'Amalia. On se retrouve sur les terres Salida. Comme d'habitude, ça va pas chez les Salida. C'est à croire que voilà, il fallait un bif. Peut-être parce qu'à cause de ce qu'a fait le dieu Salida, ceci étant. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le dieu Salida avait créé plusieurs poupées pour avoir des Dofus. Et c'est notamment comme ça qu'ont été créés les Dofus. Ils ont un nom particulier, mais les Dofus primordiaux peut-être. C'est les Dofus qu'avait Ugrest à l'époque, qui sont différents des Dofus Eliatrope. Donc voilà, c'est notamment, on a Datura, une des poupées du dieu Sadida, du coup, qui était déjà là en saison 3, qui est la raison pour laquelle Ogrest a pété les plombs, qui a rejoint la fratrie et du coup qui est avec nous là dans ce début de saison 4. Donc la saison commence sur Armand. Armand qui a son couronnement qui commence, puisque ça nous avait été déjà sous-entendu dans la saison 3, mais ça y est, le roi Sadida est décédé. Qu'il reste in peace, comme on dit. Ça fait bizarre, hein, qu'il était là depuis le tout début et que bah, le roi Sadida est décédé. Et du coup, bah, notamment vu qu'Amalia n'est pas là, mais surtout parce que c'est Armand l'aîné, bah, Armand devient roi avec sa femme. Et j'ai déjà noté un truc qui m'a beaucoup touché sur le personnage d'Armand, qui est présenté depuis la saison 1 comme le prince arrogant,
vraiment pas sympa, qui prend tout le monde de haut, qui aime ses sujets si vous voulez, mais pas la personne la plus sympathique. Bah là, de le voir pleurer pour la mort de son père, et de manière répétée, hein, tout le début du truc, il est quasiment toujours en larmes, en restant fort et tout, mais je trouve que ça donne un côté plus touchant à Armand, qui lui donne un côté plus humain qu'il n'avait peut-être pas dans les saisons d'avant, moins. Donc très bon point pour ce début de saison, avec notamment une espèce d'automne qui a l'air d'arriver, en tout cas les feuilles qui tombent et tout. Les salidas qui ont l'air d'être à moitié inondées, j'ai pas sous... Je sais plus. Si peut-être, puisqu'il me semble que dans les OAV, c'était parce que les salidas allaient se faire inonder, que Amalia avait accepté le couronnement, le mariage avec le comte Arbois. Et comme à la fin des OAV, ils ont arrêté au Grest, oui, il y a peut-être juste un côté niveau de l'eau. Je sais plus si en début de en début de saison 3, si on avait vu beaucoup. J'ai pas revu la saison depuis très très longtemps, donc je sais, j'ai plus les détails en tête, mais voilà. Le royaume Salida est à moitié inondé. Encore une fois, s'il y avait un moyen de se débarrasser de cette forêt, je crois que l'univers essaye de le faire. Et vu ce qu'on a vu dans la bande-annonce, c'est inquiétant. Donc voilà. Et puis très vite, il y a des yeux qui apparaissent un peu partout, qui ressemblent beaucoup à des yeux de chouchou. On n'est pas exactement sûr de ce que c'est, ni pourquoi, ni comment, mais il y a des yeux qui sont là. Et on revoit beaucoup de monde de l'univers. Et ça m'a fait tellement plaisir parce que donc on a Essadida, on revoit Joris avec Kérubim et Hacham, si je ne me trompe pas. J'ai oublié comment s'appelle leur troisième frère de la fratrie, j'ai oublié. C'est pas grave, on en reviendra plus tard. Donc avec Kérubim et Hacham, donc ça c'est toujours cool de voir ces trois-là. Parce que j'étais en train de me dire, mais ils étaient où, machin et tout. Parce que dans les OAV, on les avait quittés. Ils avaient eu quelques petites rencontres importunes avec la fratrie, mais ils avaient été sauvés, donc ils avaient été probablement retournés à Bonta, je pense. Mais on voit le petit singe qui avait son marteau, dans la saison 1 ou saison 2, je sais plus. Tu te dis, bah d'accord, très bien, ok. On revoit aussi la sœur, du coup, de... Comment elle s'appelle? La sœur d'Évangéline. Euh, j'ai son nom sur le bout de la langue, mais ça ne me revient plus. Cléophée, si je ne me trompe pas. Donc Évangéline, Cléophée. Avec les deux pirates. Avec la gamine et son papa étoile de mer. Qu'on a vu pareil dans saison 1 ou saison 2, je sais plus très bien. Enfin, on revoit des personnages de l'univers, t'es en mode, ça fait plaisir. Tu, tu sens que c'est la fin de Wakfu, parce que pour ceux qui ne savent pas, la saison 4 de Wakfu sera la dernière de l'ère Wakfu. Après, on va passer, comme dans le jeu vidéo, à l'ère Waven. Semblerait-il, pour le peu d'informations que j'avais vues sur Waven, en gros, il y a encore eu une montée de l'eau, comme de Dofus à Wakfu. Je pense qu'à un moment, il va finir par plus y avoir de terre disponible, mais admettons. Et du coup, semblerait-il qu'il va se passer un nouveau désastre, un nouveau cataclysme à la fin de cette saison 4, et l'épisode y fait notamment référence. Mais bon, ça mis à part, donc on retrouve nos héros dans l'Inglorium. L'Inglorium, donc c'est le royaume des dieux, c'est là où voilà, les dieux sont. Ils avaient sorti une petite vidéo notamment il y a quelque temps par rapport à ça, pour nous expliquer un petit peu le passé en tout cas, l'histoire plus ou moins de la grande déesse Héliatrope, donc qui a donné naissance aux Héliatropes avec le grand dragon. Donc, je viens de me perdre. Fantastique. Donc l'Indorium, c'est là où vivent les dieux, donc les dieux Feka, dieu Kra, dieu Yop, et compagnie. Sauf que, bah, apparemment, tout est détruit, il n'y a plus de lieu nulle part. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? On sait pas. Et en fait, ça commence très gentiment, ils se font des petites piques, des petits machins, ils s'interrogent, et d'un coup, Hugo a une espèce d'attaque. En tout cas, ça va pas très très bien. Et en fait, il se retrouve face à Oropo, face à tous les héliotropes. Petit rappel, les héliotropes sont des espèces de copies d'Hugo qu'il a créées à la fin des OAV en utilisant les Sidophos héliotropes combinés à l'Uga Cube. Non, puisque c'était Balthazar qui l'avait toujours. Oh oui. Donc, on avait retrouvé donc. Excusez-moi, je suis encore un peu. C'était que 20 minutes, hein, mais c'est difficile de se concentrer. Euh,
donc Yoko a une attaque, se retrouve face aux héliotropes, et en gros, bah, il lui dit, bah voilà, on est des copies de toi, maintenant que Oropo étant le dernier héliotrope en vie, une fois qu'il est mort, bah, on s'y attendait un petit peu, mais en gros, tout revient à Hugo. Alors, il n'a pas encore changé de forme comme ce qu'on avait pu voir dans les bandes annonces, donc ça risque d'arriver en fin de saison, très certainement. Mais du coup, voilà, les héliotropes, c'est fini. Hugo se retrouve tout, et surtout, Oropo nous balance. Mais alors, une info très intéressante, c'est très certainement ça qu'il a vu dans son OAV spécial à lui, qu'on a eu il y a pas, il y a 2 mois, je crois, qu'il est sorti au mois de décembre. Mais en gros, il nous explique que bah, Hugo a joué avec des forces qu'il dépasse, que c'est pas la première fois, et qu'il va recommencer. Ce qui sous-entend que ça va que Hugo va être la cause de la fin de l'ère Wakfu, d'une manière ou d'une autre. Et encore une fois, c'est un développement qui se passe depuis la saison 3 que j'aime beaucoup, même depuis les OAV quelque part, mais que j'aime beaucoup par rapport à Hugo, parce que Hugo, on rappelle que je crois qu'il a pas loin de la vingtaine maintenant, même s'il ressemble encore à un enfant, un ado, à moitié, mais techniquement c'est un adulte dans sa tête. Il a l'âge d'un adulte. C'est juste que les héliotropes grandissent très lentement. C'est pour ça notamment que Adamai, qui est son frère jumeau, lui, belle poussée de croissance. Mais les héliotropes, c'est compliqué. Et c'est notamment tout ce qui a joué avec sa relation avec Amaya, qui elle est clairement adulte, mais toujours compliqué. C'est un sujet super intéressant. Franchement, en Kama, ils développent des thématiques avec Wakfu que j'aime énormément. Donc voilà, Hugo va pas très bien, et en gros, ce qu'on a vu dans l'OAV de repos, visiblement il avait eu un flash grâce à Lilia Cube. Je suppose que c'est ça du coup. Et parce que oui, Hugo, c'est pas la première fois qu'il joue avec des forces qui le dépassent. En saison 1, pas tant que ça. Vite fait un petit peu. Quoique si, il y a eu Lilia Cube à la toute fin de la saison 1, mais sans que ça ait de réelles conséquences. Tout au plus, ça empêchait Nox de remonter dans le temps. Voilà. Mais donc il a joué avec Lilia Cube une fois. Une deuxième fois quand Adama il l'a poussé à utiliser l'Héliacube et le Dofus de Grogal, ce qui a permis à Grogal et à Chibi de naître, mais qui a aussi également libéré Kilby grâce à l'Héliacube. Euh, En fin de saison 2, puisqu'il a enfermé Kilby dans la dimension blanche, qui est vraiment un... Ça fait... Franchement, Nox à côté s'en est sorti tranquille en suicidant. Hein. Vraiment, pauvre Kilby. Donc voilà. Les OAV, bah, forcément, les Dofus héliotropes qui ont plus ou moins créé sa propre espèce, en fait. Les descendants d'Hugo et les héliotropes. Et en saison 3, pas vraiment. En saison 3, c'était plus au repos, du coup, qu'il faisait des trucs. Mais voilà, c'est pas la première fois que Hugo fait des conneries, on va dire. Il semblerait-il qu'il va recommencer. Et Oropo nous dit que tu penseras peut-être que tu n'auras pas d'autre choix. Et peut-être que tu n'auras pas d'autre choix. Mais qu'en gros, Hugo va être responsable d'un truc gravissime qui va arriver. Suite à ça, donc, Hugo se réveille. Il a besoin d'un petit peu d'encaisser tout ce qu'il vient d'apprendre. Donc, il repart, il va se mettre un petit peu à l'écart. Adama, il vient le voir. Ils discutent, ils se réconcilient. Ça fait plaisir. D'ailleurs, c'était très drôle parce que on avait Grougal, Grougal. Euh, Ça y est, j'ai oublié les noms. Ah, le maître de Tintin. Goultard. Goultard, Grougal. Donc on avait Goultard qui était prêt à se taper un petit peu avec Adama parce qu'on rappelle que c'est lui qui l'a un petit peu défoncé en saison 3. Bon, au final, voilà, des petites interactions sympathiques, des petits trucs machin, ça va pas. Adama est revenu de notre côté, il s'excuse. Voilà, c'est bien sympathique, tout se passe bien. Et du coup, bah, Hugo décide de partir un petit peu en reconnaissance, savoir un petit peu ce qui s'est passé. Et c'est là que je l'ai remarqué, mais on nous l'explique après. À un moment, les portails de Hugo se font en forme de raie de losange. Alors que normalement, les portails de Hugo sont ronds. Et en fait, ça le retéléporte tout en haut, de là où il était, il s'étonne un petit peu, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Et donc en fait, c'est là un peu plus tard, c'est là qu'il croise un personnage qui n'est actuellement pas nommé dans cet épisode-là, mais que je suis convaincue que c'est Nora. Nora, qui c'est? C'est une des sœurs Héliotropes de Hugo.
C'est donc une des héliotropes originelles, une de celles qui se réincarne, on va dire. Son frère dragon, c'est Ephraim. Et en fait, ils étaient au centre d'un jeu. Je ne sais plus comment il s'appelait, mais en gros d'un jeu d'un jeu annexe qui était sorti et en fait qui a été décanonisé après coup, je crois. Ou en tout cas, il y a eu des trucs bizarres avec les jeux Wakfu. Et donc, c'est une héliotrope, c'est une fratrie qu'on a jamais, c'est un duo qu'on n'a jamais rencontré. Parce qu'on avait Yugo Adamai, Kilby et Shinonome, Krogaloragram et Chibi, Faeris, qu'on avait vu en saison 2, le dragon bleu. Mais on n'a jamais vu. J'ai oublié, j'ai plus exactement les noms des différents des ceux qu'on n'a plus vus. Mais bon, on avait rencontré Faeris, on avait rencontré Balthazar, et donc Nora et Ephraim, c'était les seuls qu'on n'avait pas encore rencontrés du tout au niveau de la traite. Donc Nora est là, et elle dit bah écoute, je viens de rejoindre là-bas au temple, faut qu'on discute. En fait, on apprend Hugo nous dit qu'en fait, c'est elle qui a mis ses portails au-dessus de ceux d'Hugo, c'est pour ça qu'elle contrôle un petit peu où il se téléportait. Je sais pas exactement comment ça va être utilisé dans la saison, mais ok. Et donc, bah, il y a tout le petit groupe là qui commence à partir de leur côté aussi. Ils se font une petite pause livre. Concrètement, je suis pas contre, hein, c'est toujours bien les livres. Et puisqu'en fait, ils ont, c'est la bibliothèque des dieux, on va dire, et il y a les histoires de tous les êtres vivants euh, qui est là. Et donc, ils commencent tous un petit peu à regarder leurs livres. Ah, machin, c'est bien, c'est intéressant. On n'en apprend pas grand-chose, hein, juste que les histoires sont encore en train de s'écrire, puisque les personnages ne sont pas morts. Et on apprend un détail qui, pour le coup, m'a surpris, mais pourquoi pas. Coqueline, donc la petite, je sais plus quelle est, de quelle race elle est. Il y a certaines races où on les a très peu vues, ils ont très peu été exploités dans l'animé, donc je ne sais plus. En gros, c'est la petite gamine qui, dans la saison 3, voulait préserver la vie des espèces animales et tout. C'est la plus âgée du groupe, apparemment. Ok, c'est une information comme une autre. Très bien. Et donc, il commence à y aller. Adama, il décide de rejoindre Hugo, parce qu'il a senti des trucs un peu bizarres. Et c'est là qu'ils font face à une espèce de créature. Je sais pas très bien ce que c'est, mais qui doit être liée aux héliotropes, puisque c'est dans le temple héliatrope, qui est dans le générique de la saison. Donc, est-ce que c'est un allié, un méchant? Difficile à dire à ce niveau-là, mais qui a l'air d'être capable d'exercer une pression monstre à tel point que Adama ne peut rien faire. Il le regarde, fini. Et Adama qui prévient Hugo, faut jamais qu'on affronte ce truc. Donc, soit ils vont être obligés de l'affronter, et c'est ça qui va mener potentiellement, je ne sais pas, à la fin du monde, dont jamais. Soit la créature est juste là pour garder le temple, c'est difficile à dire. Et sachant que juste derrière, il y a le groupe qui arrive, avec notamment Beyop, il n'est pas impossible qu'il se passe rapidement des problèmes. Petit détail que j'ai oublié de noter juste avant, effectivement. Donc, le fils, le fils cadet de Pimpin et de Évangéline, donc qui actuellement est nommé Pain. Bon, pourquoi pas. Se fait posséder par un chouchou. Voilà. Qui apparemment est je crois qu'il s'appelle Racha. En fait, c'est le frère d'Orushu, le roi des chouchous qu'on avait rencontré en arrière. Et que Gultar avait bien remis à sa place. Et donc apparemment, ce rachat a été scellé, là, depuis des millénaires, par le dieu Yop. Ok. Le dieu Yop qui ensuite s'est réincarné dans Tristepin. Et en fait, Gultar a récupéré les pouvoirs du dieu Yop, je crois, maintenant. Suite aux OAV, quand papa a perdu son bras, je crois qu'il y avait eu un truc comme ça. Et voilà, donc. Et j'ai beaucoup. Il y en a plein de références aux anciennes saisons, notamment euh, par rapport. Donc, le bébé infecté par le chouchou veut attaquer Tristepin. C'est bien, c'est défoncé. Tout le monde s'est à peu près fait défoncer dans ce mini-combat. Évangéline se met en travers pour protéger Papin, ce qui fait de 1 référence à la saison 1, quand Tristepin s'était mis en travers du Razortan pour protéger Évangéline et Amalia. Et ce qui est très intéressant, c'est que le chouchou n'est pas capable d'attaquer Évangéline,
qu'il a fait référence à la saison 2 où elle avait utilisé cette même technique, enfin plus ou moins de manière involontaire, mais à l'époque où Rubilax, qui possédait le corps, tout au début de saison 1, quand Rubilax possédait le corps de Pimpin et qu'il n'avait pas été capable d'attaquer Evangénie. Donc je trouve ça sympa, c'était mignon, c'était choupi. Et semblerait-il que le bébé a réussi plus ou moins à sceller le chouchou en lui, mais qui réappellerait de temps en temps, on dirait. Donc bon, à garder un œil dessus. Et donc Hugo et Adama ils passent le portail, parce qu'il y a un portail au niveau du temple, et ils se retrouvent face à Kilby. Ça y est, Kilby est de retour, apparemment libéré de la dimension blanche par quelqu'un, très probablement la grande déesse Héliatrope, parce qu'on la voit juste après. Et donc il y a Nora qui dit bah bonjour Hugo, voilà, je te présente notre mère, la grande déesse Héliatrope, qui a l'air d'avoir dans son espèce de corps des héliatropes miniatures, plus ou moins un peu comme Hugo, quoi. Et avec du recul, je me suis dit, parce que c'était en fin de saison 2, Hugo avait scellé Kilby dans la dimension blanche, et plus ou moins avant, après, il s'était retrouvé dans la dimension où étaient scellés Balthazar et les enfants héliatropes de l'époque. Et donc, vu qu'elle, je suppose que c'est la grande déesse qui a libéré Kilby, ce qui serait d'ailleurs très intéressant à voir, puisque contrairement aux autres héliatropes, on se souvient que Kilby, même s'il se réincarne au niveau du corps, on n'oublie pas ses vies passées. Donc Kilby a des millénaires et des millénaires et des millénaires de connaissances. Donc est-ce qu'il sait des trucs sur la grande déesse, sur ce qui va se passer dans cette saison? On sait pas, on va voir. Est-ce que Nora va pas devenir une ennemie? Je viens d'avoir une pensée là d'un coup, parce que donc, on a vu que les portails de Nora étaient en forme de losange. Dans le trailer pour le Kickstarter, enfin quand ils avaient annoncé la saison 4 qu'elle allait arriver, on avait un immense portail rouge en forme de losange. Est-ce que c'est lié à Nora? Parce qu'apparemment la stasis va avoir pas mal d'importance dans cette saison aussi, donc. Mais la stasis c'est violette, on verra bien. Et donc l'épisode se termine là-dessus. Voilà. Franchement, cet épisode était génial. Je sais que j'ai beaucoup cherché mes mots, parce que là, je ne suis pas en train de lire un manga ou autre, donc c'est plus compliqué de me concentrer. Et cet épisode était génial. Je reste sur mes réserves. La saison 3 m'a appris à me méfier, à prendre mes distances. Donc, on verra. Je dis pas que la fin de saison va être nulle. Je dis juste que quand tu as été brûlé une fois, tu fais un peu plus attention. Donc, on verra ça. Voilà. Mais franchement, si vous êtes fan de Wakfu, n'hésitez pas. C'est gratuit sur France TV. Vous avez rien à y perdre. C'est, c'est cool. Et du coup, voilà. Donc, moi, je vais attaquer l'épisode 2 parce que je veux absolument savoir la suite. Donc, on se retrouve la prochaine fois pour la review et la critique de l'épisode 2. Et puis, bah, portez-vous bien. Puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Allez, portez-vous bien. Bye.